Des sirènes de police, un palais de justice, vous vous demandez sans doute pourquoi je me trouve devant le lieu où sont jugés les plus grands criminels pour commencer ce journal de la culture. Eh bien parce que nous consacrons cette émission au polar, avec d'abord un maître en la matière, Harlan Coben. Après Ne le dis à personne et Juste un regard, le roi du roman policier est de retour avec Ne t'éloigne pas. Alors quelles sont les ficelles pour empêcher de dormir 50 millions de lecteurs? Gladys Mariva a procédé à son interrogatoire. Traduit en 42 langues, Harlan Coben est l'un des auteurs de thrillers les plus célèbres au monde. L'héroïne de son dernier livre, Megan, est femme au foyer dans une banlieue chic du New Jersey. Ex-gogo danseuse à Atlantic City, témoin d'un crime il y a 17 ans, elle cache son passé depuis des années. Mais quand celui-ci la rattrape, elle réalise qu'elle ne mène peut-être pas la vie dont elle rêvait. J'aime en général créer des personnages qui ont vécu le rêve américain et tentent de le protéger. Et puis quelque chose se passe et tente de tout briser. Mais ici, c'est ce que souhaite Megan. Son ancienne vie lui manque, ses exubérances lui manquent. Elle vit le rêve américain, mais finalement, ce n'est peut-être pas ce qu'elle espérait. Et c'est là que commence le mensonge. Vous situez souvent vos intrigues dans des banlieues riches et tranquilles du New Jersey. Mais pour ce nouveau roman, Ne t'éloigne pas, vous avez choisi d'aller à Atlantic City. Alors qu'est-ce que Atlantic City représente pour vous ? J'aime ce décalage entre les banlieues riches, heureuses et les rêves brisés d'Atlantic City. En réalité, Atlantic City a bien changé depuis que j'ai écrit le livre. L'ouragan Sandy a détruit une bonne partie de la ville. Honnêtement, je trouve ça déprimant, les gens qui passent leur temps à parier de l'argent. Atlantic City, c'est vraiment la ville des rêves et des destins brisés. Vous avez ces beaux, grands hôtels extravagants qui sont comme des fleurs parmi de mauvaises herbes. Donc je me suis dit que c'était un bon endroit pour l'histoire d'un livre. Harlan Coben, aujourd'hui vous êtes un auteur de best-seller. Est-ce que ce succès a une influence sur votre écriture ? Le succès n'a absolument aucune influence sur mon écriture. La pression est toujours venue de moi-même. Je veux que chaque livre soit meilleur que le précédent. Je veux que Ne t'éloigne pas soit votre roman préféré d'Harlan Coben. Et pour le prochain livre, je voudrais la même chose. Donc c'est toujours de là que ça vient. Je veux toujours trouver de nouveaux moyens de tenir mes lecteurs éveillés toute la nuit, de leur faire dévorer mes livres, de les captiver, les émouvoir, les changer. Quel que soit le sentiment qu'ils ressentent, je veux que cette expérience soit meilleure à chaque fois. Et pensez-vous que les thrillers sont la meilleure manière, la meilleure forme de fiction ? Je ne pense pas que les thrillers soient nécessairement la meilleure ni l'unique manière de raconter les choses. Mais je pense que les thrillers sont sans doute le meilleur moyen de raconter une histoire parce que justement, ils racontent une histoire. Trop souvent, les gens veulent nous parler de justice sociale, de problèmes divers et variés, mais on s'ennuie. Ce n'est pas divertissant, donc on n'écoute pas. Alors que dans un thriller, vous noterez que la plupart des grands romans tournent autour d'un crime, les romans dont vous vous souvenez toute votre vie. Le crime, le suspense sont l'essence de la plupart des grands romans qui traversent les siècles. Donc oui, je pense que particulièrement de nos jours, les meilleurs romans de société sont les thrillers et les romans policiers. Certains personnages stars qu'on retrouve dans vos livres, comme Myron Bolitar, l'agent sportif. Vous avez décidé de ne pas vous contenter d'écrire sur eux, mais est-ce que vous avez déjà pensé à écrire une série, comme c'est très à la mode ? Avant de décider si c'est Myron Bolitar ou quelqu'un d'autre qui va raconter l'histoire, je pense d'abord à l'idée. Si l'idée colle avec le personnage de Myron, alors c'est lui qui va la raconter. Le plus souvent, ces 10 dernières années, ça ne collait pas avec Myron. Alors ce n'était pas lui le narrateur, c'est aussi simple que ça. Je ne force jamais les choses dans un sens ou dans un autre. Je pense que Myron Bolitar vieillit. Il prend de l'âge et change, et c'est ce que je veux. Je ne sais pas combien de livres Myron a encore devant lui. En fait, je pense que la saga Myron Bolitar sera vraiment terminée quand il sera heureux. Harlan Coben, aujourd'hui, vous écrivez l'adaptation au cinéma de ce livre, Ne t'éloigne pas. Et en France, nous, on avait pu voir au cinéma Ne le dis à personne, qui était adapté d'un de vos premiers romans, d'ailleurs, qu'on a lu ici. Quelle est votre relation avec le cinéma? Est-ce que vous pensez au cinéma quand vous écrivez ou est-ce que vous y pensez après? Je ne pense jamais au film quand j'écris. Je ne me dis pas ça serait super dans un film. Je pense parfois de façon cinématographique. La plupart des écrivains le font. Mais je ne me dis pas, oh, ça ferait un film formidable. J'aime participer à la réalisation d'un film et je dois dire que l'une des meilleures expériences de ma vie a été de travailler avec Guillaume Canet, Alain Attal et Philippe Lefebvre sur Ne le dis à personne. Ça a été magique dès le début. J'ai quelques livres que je souhaiterais adapter au cinéma en France. Je dois juste trouver le bon réalisateur, donc si vous êtes talentueux, contactez-moi, je serai ravi. Quel est le prochain livre qu'on va pouvoir lire de vous?
Mon prochain livre, 6 Years, est je crois la première histoire d'amour que j'ai écrite depuis Ne le dis à personne. C'est aussi un thriller, mais c'est une histoire d'amour sur le même modèle que Ne le dis à personne. Le livre commence par cette phrase. Je me suis assis à l'arrière de l'église et j'ai regardé la seule femme que j'aimerais jamais en épouser un autre. Elle lui dit « Promets-moi que tu nous laisseras tranquilles, que tu respecteras le fait que je veuille être avec un autre. Promets-moi que tu ne vas pas nous rendre la vie difficile. » Et la dernière ligne du prologue est « J'ai respecté ma promesse pendant 6 ans. » 6 ans, c'est le titre du livre. 6 ans plus tard, il apprend que le mari est mort. Il voit son avis de décès. Il va à l'enterrement, la femme est debout. Elle se retourne, mais ce n'est pas la femme qu'il a aimée. Cette femme ne s'est en fait jamais mariée. Personne ne sait ce qu'elle est devenue ces 6 dernières années. Il retourne à la chapelle où il l'a vue pour la dernière fois, mais personne ne se souvient du mariage ou du couple. C'est le début de 6 Years, mon livre de l'année prochaine. Harlan Coben était l'un des 70 auteurs invités à Quai du Polar, le festival international de littérature noire qui ne se tient pas par hasard à Lyon. La ville a en effet longtemps été le terrain de jeu du grand banditisme. Alors Lyon serait-elle la capitale du crime? Gladys Mariva et Peggy Bruguière ont mené l'enquête. On connaît bien Lyon, ville des Lumières, mais on connaît moins Lyon, ville du crime. Dans les années 70, on l'appelle Chicago-sur-Rhône. Le gang des Lyonnais terrorise la ville avec ses braquages sanglants et le meurtre du juge Renaud en 1975. Celui qu'on surnommait le shérif a payé pour son obstination. Il sera le premier juge tué en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans la moindre rue du centre, on peut suivre le crime à la trace. Nicolas Le Breton est guide pour la ville de Lyon. Sa spécialité, les faits divers. Ce café a connu les dernières heures du célèbre gangster Pierre Raymond dit Neneuil. Un jour de décembre 69, la police l'appréhende ici. Neneuil ouvre le feu et tue un agent. Touché, il se sauve par l'arrière du bar. Il est sorti par cette petite porte, vous voyez, quelques mètres seulement, hein, sans doute déjà blessé, et il a ouvert la porte, et là les 2 policiers attendaient, ils l'ont vu jaillir, et donc l'un des policiers a appuyé sur la gâchette. 15 ans plus tard, à seulement quelques mètres de là, Max Frérot et Action Directe assassinent le général Delfosse au cours d'un braquage. Voler les banques, c'est presque une spécialité à Lyon. De Jules Bonneau et ses premiers braquages dans les années 1910 au convoyeur de fonds Tony Muselin, près d'un siècle plus tard. Rien d'étonnant à ce qu'Interpol ait élu domicile ici ou à ce que l'un des fondateurs de l'anthropologie criminelle soit un Lyonnais, Alexandre Lacassagne. Encore aujourd'hui, Lyon est marqué au fer rouge par l'assassinat du président Sadi Carnot le 24 juin 1894. En pleine vague d'attentats anarchistes, le président visite la ville sans protection. Ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est que dans la foule, un anarchiste l'attendait, un jeune exalté italien, d'origine italienne, qui s'appelait Santo Geronimo Caserio, et qui dissimulait dans un journal plié un poignard aux couleurs de l'anarchie, un poignard avec un manche noir et rouge. Et avant que quiconque ait pu réagir, l'anarchiste a grimpé sur le marchepied et il a poignardé le président. Lyon, ville du crime, les écrivains et les cinéastes en raffolent. Après le gang des Lyonnais, c'est l'histoire de Tony Muselin qui est adaptée pour le grand écran, avec François Cluzet dans le rôle titre. Si tous les polars ne finissent pas en prison, une initiative tente d'amener la littérature dans l'univers carcéral. Lancé en 2002, le projet Polar derrière les murs propose à des détenus de s'initier à l'art du roman policier. L'auteur Olivier Truc a ainsi rencontré 16 prisonniers. Laure Manant a infiltré la prison de Bourg-en-Bresse pour nous. De hauts murs à barbelés, 16 prisonniers de droit commun et un écrivain. Ce ne sont pas les ingrédients d'un crime ou d'un polar, mais presque. Olivier Truc est allé parler littérature avec les détenus du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. Moi, j'étais tout aussi intéressé de les rencontrer eux, de voir comment est-ce qu'ils auraient perçu le livre, comment se passerait la rencontre. Et je pense que qu'ils lisent le livre ou pas, pour moi, ici, c'est secondaire. Et là, je sentais qu'il y avait autant d'histoires qui venaient de leur part, potentiellement, que le contraire.
Des histoires venues de prisonniers, il y en a en effet. Madani, par exemple, est un passionné de littérature. Il a même passé son diplôme de bibliothécaire en détention. C'est un moment de s'évader déjà par le livre, en l'ayant lu, et puis rencontrer l'auteur pour essayer de comprendre certaines choses. Cette rencontre insolite, c'est au festival Quai du Polar que les prisonniers la doivent. Les organisateurs veulent promouvoir la lecture en milieu carcéral et la bibliothécaire de la prison y a contribué. J'ai toujours insisté pour que la rencontre avec l'auteur s'adresse aussi aux non-lecteurs. Et nous avons d'ailleurs, sur 9 ans, eu 3 personnes qui ont rencontré un auteur, qui ont pu désacraliser l'auteur, l'écrit, le livre, et qui du coup se sont mis à fréquenter nos bibliothèques. Polar derrière les murs, l'occasion pour les détenus de s'évader sans s'attirer les foudres de la justice. Voilà, c'est la fin de cette émission qui, je l'espère, vous aura donné envie de frissonner à la lecture d'un bon polar. Mais bon, ne vous inquiétez pas trop, ce n'est que de la fiction.